J'étais pas ravie. Une petite bouteille d'eau. Pardon, excuse-moi, Laurent. Incroyable. Un, deux. Pensez à bien mettre les... Non, c'est la première fois. Non, l'autre, celui-là, ça s'appelle Food Hotel Tech. Ouais. Il y en a un autre qui s'appelle Tech for Retail. Non, je l'ai pas fait non plus. C'est bien. Ouais, c'est très très bien. Oui. Même pour les acteurs de l'hospitalité, parce que c'est hyper inspirant, il y a des solutions super intéressantes qui s'appliquent chez Moi, vous. j'étais avec quelqu'un d'accord sur ma table ronde de l'année dernière. Ouais. Parce que l'autre, en fait, je suis au bord de l'événement. Karen, je l'organise avec elle. Et en fait, il y a 600 personnes à la salle. Ah oui, Donc d'accord. les prises de parole, c'est un peu compliqué, on va dire. Mais très intéressant, c'est très local. Oui, mais c'est bien, moi, ça permet de. Ouais. Mais on prend pas des questions-réponses. Ah ouais. Ah, là, Ah non. là, par contre, on en prend, mais il n'y a rien de... Non, mais là, il n'y a rien de... Quand il pose des questions... Non, mais ici, on n'aura pas. Généralement, c'est super ça. Non, mais c'est pas très grave. Mais c'est Si on peut juste. pas répondre. Vu la thématique... Ah, c'est comme le film, vous savez. Non, non, mais moi, chaque fois, on nous attend dehors, mais il y a 15 personnes qui sont là avec leur Ah, plaque de ça, visite. c'est autre chose. Ah bah oui, alors ça. Ça, tu fais ça après ta table ronde. Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette table ronde qui va être consacrée, donc, comme vous l'avez vu, au luxe, le luxe source d'inspiration pour réinventer l'hospitalité. Pour évoquer ce sujet passionnant, nous avons à nos côtés 3 experts du secteur. Donc Élise Ducré, qui est Deputy International GM pour le groupe Carita, pour Carita. La marque que vous connaissez sans doute, mais je laisserai Élise en toucher quelques mots. Édouard Roux de Lisignan, à mes côtés, qui est CCO des marques Sofitel, M Gallery et Emblème, que vous connaissez peut-être ou pas. Elles font partie du portefeuille de marques du groupe Accor. Et j'ai ensuite Laurent Rimpoporte, qui est directeur général du groupe La Tour d'Argent. Le groupe La Tour d'Argent, qui n'est pas juste un restaurant, qui va bien plus loin, mais chacun va vous en dire un petit peu plus. Vous avez les micros. Je vais vous laisser... Élise, on va commencer par toi. Oui, bonjour. Rapidement, peut-être évoquer ce qu'est la marque Carita et peut-être le lien direct avec le monde de l'hospitalité. Bien sûr, donc Carita, c'est une marque qui appartient au groupe L'Oréal. Une marque qui a été rachetée par L'Oréal il y a 10 ans maintenant, qui a revu l'ensemble de sa distribution pour monter en gamme. Donc c'est la marque la plus luxe du groupe L'Oréal. Et on est distribué à la fois au travers d'instituts ou de flagships, où le service représente plus de la moitié du chiffre d'affaires, mais également on est présent dans les palaces et dans les spas. Et c'est pour ça que je rejoins cette table ronde aujourd'hui. Merci beaucoup, Élise. Édouard ? Oui, bien sûr. Donc, je représente Sofitel, M Gallery, Emblèmes qui font partie du groupe Accor. Donc, chez Accor, vous avez presque une cinquantaine de marques qui vont de super économique au super luxury. Nos 3 marques, Sofitel, M Gallery, Emblèmes, représentent à peu près 250 hôtels dans le monde. La moitié sous la marque Sofitel, la moitié sous M Gallery. Emblèmes vient récemment de se lancer. Donc, on a un hôtel qui vient d'ouvrir au mois de novembre en Angleterre et un autre qui arrive au Canada. Sofitel est la marque de l'hospitalité à la française, le luxe à la française à l'étranger. On aura probablement l'occasion d'en reparler. C'est un mariage de la culture française avec la culture locale. Ça représente 50% de nos hôtels, mais 3/4 des chambres qu'on a de disponibles au sein de notre business unit. Et AM Gallery est notre collection de boutiques hôtels, donc où chaque hôtel est absolument différent, a une âme particulière. C'est donc des petits hôtels, plus cocons, plus niches. Et Emblème, c'est le positionnement très luxe en boutique hôtel, et donc chaque hôtel est également différent et la destination par lui-même. Merci. Laurent ? Bonjour à tous, donc moi je suis là pour le groupe Tour d'Argent. J'imagine que tout le monde connaît le restaurant gastronomique La Tour d'Argent. C'est un restaurant qui a plus de 400 ans d'histoire. C'était un des premiers restaurants à Paris, qui continue à vivre sur sa notoriété et qui a été rénové il y a quelques années pour faire revivre un petit peu cette marque que tout le monde connaît. Voilà. Donc ça, c'est la partie restaurant gastronomique. Il y a tout un pôle restauration. Vous avez aussi une brasserie, vous avez un bar-restaurant, il y a un bar en rooftop que je vous invite à venir découvrir. Et il y a aussi un pilier retail dans le groupe, autour de l'épicerie fine, autour de la vente de vin en ligne notamment, autour de gammes de produits Tour d'Argent qui sont commercialisés en France et à l'international, et voilà, et une boulangerie-pâtisserie. Enfin voilà, donc 2 piliers, restauration et retail,
dans ce groupe qui est surtout connu pour son restaurant gastronomique. Merci à tous les trois. Donc quand on entend le mot luxe, et on le voit à travers vos trois témoignages, on entend des marques fortes, souvent un héritage de marques. Il y a des marques qui sont plus que centenaires. Ça implique une responsabilité, ça implique aussi un ADN qui est assez puissant. Comment on fait pour concilier la tradition de ces maisons et la modernité? Laurent. Je peux démarrer si vous voulez. Effectivement, alors c'est un challenge au quotidien à la Tour d'Argent. C'est-à-dire c'est une marque qui a 400 ans d'histoire, c'est une marque qui a ses traditions, son héritage, son ADN. Et en même temps, ma conviction, c'est que si vous passez votre temps à reproduire le passé, vous tuez un petit peu la marque. Donc il faut savoir l'inscrire dans la modernité, il faut savoir y apporter des touches de modernité qui correspondent aux attentes des clients, donc faire évoluer la marque et l'expérience au gré des attentes des clients et au gré des évolutions aussi de nos sociétés. Donc, dans la Tour d'Argent, ça s'inscrit sur plusieurs domaines. Déjà, ce que vous allez avoir dans l'assiette, évidemment, il y a des plats iconiques, donc on s'attend à retrouver à la Tour d'Argent. Mais évidemment, chaque chef apporte sa patte, apporte un petit peu de modernité et apporte son interprétation de ces plats historiques. Donc on voit vraiment évoluer dans l'assiette des choses et on ne sert pas évidemment le canard comme on le servait il y a 50 ans à la Tour d'Argent. Après, il va y avoir le sujet du lieu. Évidemment, c'est un lieu... c'est un lieu qui a son côté magique, mais qui était un petit peu traditionnel. Et il a fallu, à travers les différentes rénovations, l'amener dans la modernité, travailler le côté émotionnel en fait de l'expérience, et pas uniquement le côté iconique du lieu. Donc vous allez aussi avoir un travail avec les architectes, avec la disposition de la salle, etc., qui va permettre d'inscrire un lieu dans la modernité. Et enfin, vous avez la partie expérientielle, donc le service. Évidemment, on ne sert pas les gens de la même manière qu'il y a quelques années. Avant, c'était beaucoup plus figé en termes de code. On attendait un certain niveau d'expérience. Une expérience un petit peu linéaire. Aujourd'hui, on a tendance à beaucoup s'adapter aux besoins de nos clients et à faire une expérience beaucoup plus personnalisée. On va y venir, mais c'est comme ça aussi qu'on inscrit une marque dans la modernité. C'est en s'adaptant aux attentes des clients, aux évolutions, tout en gardant un certain nombre de signes, on va dire un petit peu iconiques, comme le maître d'hôtel par exemple à la Tour d'Argent. C'est une fonction qui est très importante dans l'expérience et qu'on va retrouver encore aujourd'hui. Ce rôle est absolument central. Mais son rôle a évolué pour être au plus près des attentes des clients. Et donc quand tu parles de, par exemple, la refonte du côté design ou déco, là tu viens de citer le maître d'hôtel qui n'est pas dans la déco bien sûr, mais qui est un repère. Comment tu fais pour pas aller trop loin dans la déco ou dans les nouveaux choix et respecter ton héritage de marque et garder les repères pour les clients notamment? Ça, c'est tout le travail qu'on fait avec les architectes, avec les concepteurs, avec aussi les fondateurs, la famille fondatrice. C'est d'avoir quelques marqueurs de l'ADN de la marque et de les mélanger avec des touches de modernité, avec un style un peu plus épuré, un peu moins classique que le style traditionnel des restaurants gastronomiques. Donc effectivement, dans les choix de matériaux, dans les choix de mobilier, on va avoir des petites touches qui font référence à l'histoire de la marque. Par contre, on va y apporter des choix un petit peu plus modernes dans le confort, dans le visuel, dans l'esthétique, et épurer un petit peu ce côté décoratif pour sortir des codes trop classiques. Édouard, est-ce que vous fonctionnez un petit peu de la même manière? Tu peux nous en dire plus sur votre stratégie? Oui, évidemment. Donc Sofitel a 60 ans. Je vais vous parler de Sofitel avant tout parce que MGallery et Emblem sont plus récents. Sofitel a 60 ans et pour autant, je pense que l'expérience client qu'on avait de Sofitel il y a 60 ans, il y a 50 ans ou aujourd'hui est complètement différente. Donc là-dessus, on s'est complètement réinventé le sujet. Et pour autant, je pense qu'on respecte la marque et son histoire parce qu'on est resté fidèle à ses piliers. Et nous nous sommes interrogés, est-ce qu'on doit garder ou pas les piliers de marque? Pour être tout à fait transparent, il y a 3 ans, notre président Sébastien Bazin a réorganisé le groupe. D'un côté, les marques Eco-Mid-Scale et de l'autre côté, les marques Luxury et Lifestyle, dont je fais partie. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on ne devrait pas changer? Est-ce que Sofitel, c'est toujours ce que c'était dans le passé? Est-ce que ce positionnement est le bon? Et la réalité, c'est qu'après avoir parlé avec nos clients, avec nos partenaires, avec nos équipes, on s'est dit que c'était un bon positionnement et qu'au contraire, on devait se rapprocher des valeurs historiques de Sofitel.
parce que le plus gros risque que vous avez dans l'industrie du luxe, c'est ce qu'on appelle ocean of sameness, c'est finalement que tout le monde a souvent la même promesse client et vous allez utiliser les mêmes superlatifs, les mêmes images. Et donc le positionnement de Sofitel, qui est la première marque d'hospitalité à la française, avec cette connexion locale, est finalement quelque chose de très très fort et sur lequel on a voulu s'ancrer. Donc aujourd'hui, nous, on a 4 piliers. L'hospitalité à la française. Alors c'est pas le français arrogant qui arrive à l'étranger, hein. C'est tout ce qu'on aime de la France, donc le bien manger, le bien boire, le bien dormir. C'est la rencontre avec la culture locale. Donc on dit souvent finalement, le logo Sofitel, si vous ne l'avez pas en tête, forme un espace. Ce petit espace que vous voyez autour des deux formes, c'est l'espace qui est créé entre Sofitel et la culture locale. Et c'est ça qu'on essaye de travailler. Le troisième pilier, ça va être un luxe engagé. Engagé auprès de ses collaborateurs, engagé auprès de la culture et engagé auprès du respect de l'environnement. Et le dernier pilier, c'est le coût humain. Donc c'est ce service extrêmement poussé pour toujours surprendre. Ces 4 piliers, on ne s'est jamais éloigné de ces 4 piliers. Au contraire, on s'attache à toujours rester le plus proche possible. Tout ce qu'il y a autour, l'expérience client, le design, l'expérience F&B, on la réinvente en permanence pour suivre les codes et les attentes de nos clients. Excellent, ça veut dire qu'on arrive à faire évoluer une marque en changeant tout, mais en gardant l'ADN. C'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Oui. Élise, tu peux nous en dire un peu plus? Et là, pour le coup, il y a une partie nouvelle technologie qui vient s'inscrire dans cette modernité. Tu peux nous parler un petit peu de... Oui, alors honnêtement, Carita a 80 ans aussi. Donc, c'est une marque qui fait partie du patrimoine français, créée par 2 sœurs coiffeuses à Toulouse, les 2 premières femmes. Et apporter de la modernité, ça ne veut pas dire être à la mode. Et je pense que ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est-à-dire qu'on doit travailler et faire évoluer nos marques pour répondre à un certain type de consommateur. On ne peut pas séduire tout le monde. Séduire tout le monde signifierait justement être à la mode. Donc on essaye de reprendre les fondamentaux de l'existence de ces marques, ce sur quoi elles font qu'elles sont toujours là 80 ans plus tard. Et comme tu le dis, on amène des services, des expériences additionnelles qu'on remodernise pour justement recréer une aspiration. Et tu parlais de liens émotionnels, c'est important parce que ces marques-là, elles portent d'ailleurs toutes le nom de maisons pour la plupart. Donc ces maisons, c'est vraiment parce que ce sont des espaces de lieux de vie où le client doit se sentir un peu chez lui et passer du temps. Donc ce que nous, on a fait chez Carita pour essayer de la remoderniser, cette marque, ça passe par le lieu, bien évidemment. Je vous invite à aller 11 Faubourg Saint-Honoré, vous verrez, c'est magistral, 1800 mètres carrés dédiés à la beauté et au bien-être. Donc c'est spectaculaire, cette architecture-là, elle est incroyable. Ensuite, c'est le service qu'on propose. Ce service, il est lié à des gens d'exception. Et ça, c'est important, on en parlera tout à l'heure, mais nos beauty thérapistes, nos coiffeurs sont vraiment des gens incroyables qui se développent et qui évoluent aussi dans leur savoir-faire et qui se challengent constamment pour être le plus pertinent par rapport à la clientèle qu'ils ont en face. Et puis ensuite, il y a on parle chez nous, chez L'Oréal, on parle de beauty tech. Donc la beauty tech, c'est tous les outils qu'on va utiliser en point de vente pour faire un diagnostic ou pour faire un soin. Et là, c'est très très important de travailler et d'identifier ces outils qui vont venir enrichir un protocole de soins existant. Donc c'est comme ça qu'on apporte de la modernité. On n'est pas là pour faire des trucs gimmicks avec du buzz pour amener de la clientèle. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on tienne sur la durée. Et puis le dernier élément, c'est notre clientèle. On a, on va dire, 10% de nos clients qui représentent 50% de notre chiffre. Ça, c'est notre noyau dur. C'est le plus important. C'est cette clientèle qui est hyper fidèle. Cette clientèle où, quand elle rentre, on sait qui elle est, on sait ce qu'elle aime, on sait la reconnaître, on sait déjà avoir une approche personnalisée. Donc cette modernité-là qu'on essaye d'avoir, elle est liée aussi du coup aux outils qu'on met en place pour les équipes, pour les aider justement à être le plus pertinent pour répondre à ces attentes. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, tu as cité la tech dans le lot, la tech qui n'est pas un gadget mais qui est visible du coup dans votre service à vous, tandis que je ferai un parallèle peut-être chez Laurent et Édouard. La tech, elle va être peut-être plus invisible au service de l'opérationnel quand même ou de tout votre back-office. Comment ça se concrétise chez vous pour qu'on en reste à faire évoluer la marque dans la modernité sans trahir son héritage? Ça vous parle tous les deux?
Alors, c'est sûr que la tech n'est pas forcément visible quand vous avez une expérience gastronomique dans un restaurant gastronomique, évidemment. Par contre, la tech, elle est importante, elle nous permet de mieux connaître nos clients, en fait. C'est-à-dire que... On va en parler sur la personnalisation, en Voilà, effet. non mais toutes les solutions de réservation permettent de savoir de quelle nature a été l'expérience précédente du client, combien de fois il est venu, qu'est-ce qu'il a aimé, pas aimé, et qu'est-ce qu'il faut faire évoluer. Et du coup, ce sera évidemment le thème d'après. Mais ça permet de mieux s'adapter aux attentes On du peut y aller, client, hein. d'avoir une expérience plus personnalisée. Et c'est à ce service-là qu'est la tech. Elle n'est pas visible par le client parce que, évidemment, le client n'attend pas une expérience technologique ou avec des écrans quand vous rentrez à la Tour d'Argent. C'est évidemment différent de Carita, mais voilà. Nous concernant, c'est vrai que la tech est un petit peu partout, c'est-à-dire que si on commence d'abord dans la logique de distribution et de commercialisation, l'industrie du tourisme a été une des premières industries à être complètement disruptée par la technologie. Et donc, nous, le séjour, l'hôtel qu'on commercialise, ça commence directement online. Donc il y a un vrai sujet de quelle est l'expérience client que je vais proposer sur mes points de contact digitaux, donc mon site internet, mon application mobile. Et donc c'est un vrai sujet pour nous. Et je dois dire que là-dessus, ça fait évidemment des années et des années qu'on travaille là-dessus et on a bien maîtrisé le sujet depuis un moment. Mais la tech, c'est pas que ça pour nous. C'est effectivement la tech au sein du séjour et au sein de son expérience. Et on a l'habitude de dire que nos clients ne veulent plus simplement un séjour, ils cherchent une expérience. Et la tech nous aide à enrichir cette expérience-là aujourd'hui avec beaucoup de mécaniques relationnelles, beaucoup d'outils qui sont mis en place mais qui sont invisibles. C'est des choses aussi simples que, une fois que vous avez réservé, l'expérience ne s'arrête pas là. On va avoir un ensemble de mécaniques relationnelles qui vont être là pour vous pousser un soin au sein de l'espace bien-être, une restauration de restaurant, une réservation d'un transfert privé. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et derrière cela, ce n'est pas uniquement du revenu additionnel. Alors évidemment, on est très content, c'est du revenu additionnel. Mais la réalité, c'est que si vous proposez le bon service au bon moment, vous allez augmenter le niveau de satisfaction et que l'expérience est enrichie pour nos clients. Et ça n'a pas vocation à être visible. Ça doit venir justement et ça doit être complètement fluide pour que ça apporte de la vraie valeur. En effet, ce qu'on voulait évoquer par la suite, c'était comment est-ce que vous allez faire la différence dans le luxe, comment vous faites la différence déjà entre maisons et pour délivrer une expérience exceptionnelle à chacun de vos clients. On a commencé à aborder effectivement cette question. La différence se fait dans nos échanges, on l'a vu, à travers la personnalisation. Donc ça va passer, Élise, tu as parlé de l'humain, on va y venir après, mais ça passe aussi par tout ce qui est invisible et donc le travail autour de la donnée et tout. Est-ce que vous pouvez revenir sur... Donc, on a parlé du concierge digital, par exemple. Alors, nous, la personnalisation, le cœur de l'hôtellerie, de luxe, c'est le service. Donc, avant tout, ça commence par le concierge. Et avant même d'avoir le concierge digital, c'est la logique de concierge. Et le concierge, il est là pour répondre à n'importe laquelle des demandes que vous pourriez avoir. Et puis, il est là pour anticiper. Je vous parlais tout à l'heure de coûts humains. La logique derrière un concierge de luxe, c'est qu'il va se rendre compte que c'est un anniversaire spécial de mariage, c'est l'anniversaire de l'enfant. Il y a un moment, quelque chose, et il va utiliser cette information pour vous faire plaisir. Ça peut être, vous avez oublié votre cravate, vous avez un rendez-vous professionnel, il va enlever sa cravate, il va vous la donner. Vous avez perdu un doudou, ils vont trouver un doudou pour l'enfant. Ce ne sont que des histoires vraies. Ça, c'est la base du métier d'un hôtel de luxe. Et puis derrière, il y a le digital qui est arrivé. Et la logique pour nous, elle est de faciliter la connexion au concierge, parce qu'il y a encore des gens qui ont une certaine barrière avec le concierge et qui n'osent pas aller le voir, ou tout simplement fluidifier cette expérience-là. Et donc, c'est le déploiement de messagerie digitalisée qui vous permettent de rentrer en contact avec votre concierge et de profiter des services. Donc c'est vraiment un prolongement et un renforcement de cette expérience-là, mais qui à la base est déjà existante. Mais en réalité, vous vous adaptez à l'évolution des clientèles elles-mêmes dans leur quotidien. Oui, c'est une attente, c'est vraiment une attente de leur part. Et c'est aussi un moyen de se différencier. Et puis c'est aussi un moyen de gagner en efficacité pour les équipes de l'hôtel en général. Laurent ? Non, mais pour revenir au sujet du digital et de l'humain, dans l'expérience client, c'est vraiment un mix des deux. C'est-à-dire que le digital nous permet effectivement d'avoir des données, de savoir à qui on s'adresse, de tout connaître de nos clients. Mais derrière, c'est l'humain qui prend le relais et qui est absolument clé
pour avoir une expérience qualitative et une expérience qu'on peut qualifier d'une expérience d'un établissement de luxe. Donc le rôle, j'y reviens, mais le rôle par exemple du maître d'hôtel à la Tour d'Argent, c'est de savoir anticiper tous vos besoins, c'est d'avoir le bon niveau de finesse entre l'intervention, c'est-à-dire le fait de parler au client, de lui raconter l'histoire, ou le fait de prendre un petit peu de recul parce que vous sentez que le client a envie d'être tranquille, etc. Donc le côté humain et donc recrutement et formation, etc. est absolument clé dans l'expérience, parce que c'est au final ce relationnel avec le client qui est clé. Il faut que le client ne se sente pas comme un client, mais comme un invité qu'on reçoit. Et donc, il y a un gros travail là-dessus, sur le fait d'anticiper ses attentes et de coller au plus près de ce qu'il attend. Donc, ça va changer beaucoup d'une table à l'autre. Et ça, c'est le digital. Et même malgré toutes les évolutions technologiques, l'IA, tout ce que vous voulez, n'aura pas cette sensibilité humaine de pouvoir anticiper en fait ce qu'attendent nos clients. Donc le côté humain va rester, de mon point de vue, va rester vraiment primordial. Mais c'est un vrai point commun entre notamment vous trois. L'humain, il vient même avant, puisque c'est vos collaborateurs qui repèrent déjà les préférences, les besoins, les habitudes, les manières de se mouvoir, de consommer, d'aimer l'expérience. Donc c'est eux qui donnent toute la data et c'est eux qui nourrissent la tech et qui, in fine, à la fin, délivrent aussi le service et donc satisfont le client. Élise, peut-être si tu peux nous décrire un petit peu toute cette personnalisation de l'expérience chez... Oui, alors, si je sors de Carita 2 secondes, l'univers de la beauté, c'est un univers extrêmement concurrentiel. Donc, on ne peut pas être pertinent si on n'offre pas le produit le plus pertinent par rapport à chaque consommateur individuellement. Encore plus dans le luxe, c'est une attente première du client. Donc, cette personnalisation, elle est nécessaire. Du coup, on parle de tech. La tech, elle est invisible. Elle est partout. Mais elle doit être invisible. On ne peut pas avoir un iPad... Et pas gadget. Exactement. On ne peut pas avoir un iPad entre une beauty thérapeute et une cliente. C'est impossible, honnêtement. Donc, par contre, elle doit servir plusieurs choses. Premièrement, elle doit servir et accompagner un diagnostic et une recommandation. Parce que ça vient crédibiliser un discours basé sur des algorithmes. Et ça, c'est important. On a une conversion derrière qui peut monter jusqu'à 70%. Ensuite, la tech, elle doit permettre à nos équipes sur le terrain de faire des tâches de façon plus autonome et plus rapide pour les décharger justement de toutes ces actions de back-office pour leur permettre d'être vraiment face aux clients uniquement. Et la dernière chose, c'est que cette tech, elle doit servir aussi nos équipes pour les former en continu. Parce qu'en fait, ils doivent eux aussi s'adapter au monde dans lequel ils évoluent. Donc aujourd'hui, par exemple, quand vous réservez, alors je ne sais pas si on réserve comme ça à Tour d'Argent, mais chez Carita, vous pouvez réserver au travers de WhatsApp en direct pour avoir justement un rendez-vous. On peut ? Voilà. Bon, alors on peut aussi. Chez vous trois. Voilà, chez nous trois, on peut, mais c'est hyper important. Donc ça veut dire qu'on doit former les équipes à l'utilisation de ces nouveaux outils aussi pour avoir une approche hyper luxe, parce que c'est hyper important, le tone of voice. Comment on va dire les choses, comment on va répondre très très vite. Je sais qu'il y a des groupes où ils doivent répondre en moins de 5 minutes pour que justement le client comprenne qu'il a appelé une ligne très VIP et qu'on lui offre un service sur mesure. Donc voilà, donc on doit former les équipes, leur donner des outils pour améliorer la productivité et en même temps, en front office pour le client, enrichir aussi l'offre pour être le plus personnalisable possible. Et qu'elle reste sur leur cœur de métier, ce qu'on attend d'elle finalement, c'est cette relation exceptionnelle avec le client. Exactement. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, quand on a un pourcentage de VIP qui représente une grosse partie du chiffre, en effet, la personnalisation est clé. Donc moi, j'ai des beauty thérapeutes, honnêtement, ils connaissent leurs clients mieux que personne. Donc avant même qu'ils arrivent, ils savent d'ores et déjà quelle va être l'attente et qu'est-ce qu'on doit préparer pour faire en sorte qu'ils reviennent. Tout l'enjeu, c'est quand même de garder nos clients à la maison, si je peux me permettre. Comment est-ce que vous accompagnez ces équipes pour qu'elles s'approprient ce nouveau process de donner de l'info, de récupérer tout ce savoir-faire, enfin pas tout ce savoir-faire, toute cette connaissance qu'elles absorbent de leur relation avec les clients? Vous les accompagnez pour qu'elles s'approprient, par exemple, ils réservent avec WhatsApp Non, nous, on a beaucoup de formations. Donc, elles sont formées en continu toute l'année, à la fois protocole de vente, protocole de service, utilisation des réseaux sociaux. Ça fait partie du job, de savoir justement accompagner les équipes dans leurs évolutions pour les doter des moyens les plus pertinents, pour être les plus pertinents et surtout aussi les fidéliser. Parce que ça, c'est très, très important.
honnêtement, moi j'ai besoin d'avoir des beauty-thérapistes qui sont là pour les 15 prochaines années, ou des coiffeurs, sans me dire, tiens, je risque d'en perdre un. Peut-être un conseil concret, si vous aviez tous les trois déjà un conseil concret sur cette partie personnalisation à un hôtelier ou à un restaurateur qui n'a pas la force d'un groupe comme les vôtres, comment ils peuvent procéder pour s'inspirer de vos process, de ce que vous faites vous? Déjà, je pense qu'il faut, et c'est un peu le thème du salon, il faut avoir le bon outil déjà sur la partie notamment réservation et qui vous permet de récupérer des données, voilà, et que la connaissance client se perpétue au-delà des personnes, parce qu'on sait qu'on est dans un secteur où il y a du turnover, que ce soit dans la restauration, dans l'hôtellerie. Donc quand vous dotez les équipes d'un outil convivial, fonctionnel, et qui permet après de retrouver toute la donnée client, c'est déjà une première étape qui est extrêmement importante. Si vous prenez vos réservations par téléphone sur un bout de papier, que la donnée se perd et qu'avec le turnover, on n'a plus de traces de ce qui s'est passé par le passé, aujourd'hui, on a des outils qui permettent voilà, d'être très performants là-dessus. Et c'est la première chose à faire. Après, évidemment, il y a toute la partie formation, mais ça, c'est assez classique, on va dire. Je suis tout à fait d'accord avec Laurent, tout commence par la data. C'est d'ailleurs une des problématiques dans des grands groupes ou des entreprises qui ont autant d'histoires que les nôtres, c'est que des fois on ne collectait pas la data et finalement on doit rattraper notre retard. Mais la collecte de la data est absolument clé, qu'importe la taille de l'hôtel, du restaurant. Au sein d'Accor, on a un outil qui s'appelle ACDC, justement, qui consiste à collecter la data des clients pour que ce soit un partage de valeur. Donc je vais séjourner au Sofitel Faubourg et puis ensuite je vais dans une galerie à l'autre bout du monde et ensuite je vais dans un Fairmont. On a noté des détails et ça va être des détails comme préfère avoir une chambre éloignée de l'ascenseur parce qu'elle est dérangée par le bruit. Et c'est ce partage de données parce qu'il y a beaucoup de turnover et du coup le but c'est déjà juste de le structurer. Et ça n'importe quoi. Il y a beaucoup d'outils de CRM qui permettent de le faire et cette valeur est absolument clé. Et puis sur cette base-là, une fois que vous avez la donnée, il y a beaucoup d'autres outils que vous pourrez trouver pour faire du cross-sell, pour faire de l'upsell, etc. Mais tant que vous n'avez pas la data, vous ne pouvez rien faire. C'est absolument clé pour tout le monde. Et justement, pour revenir sur le thème du luxe comme source d'inspiration pour l'hospitalité, les codes du luxe, il y a cette notion de sens du détail et d'excellence dans tous les détails qui est aussi absolument clé. Et donc, voilà, il faut travailler l'expérience de bout en bout et dans les détails, vous avez la tenue des équipes, vous allez avoir effectivement des petits éléments de décoration dans le lieu qui font que le client se sent bien, des petites attentions. Mais tout ce qui inspire l'hospitality avec les codes du luxe, c'est aussi cette excellence et ce sens du détail qu'on doit retrouver dans l'expérience. Donc avoir les bons outils, la bonne formation et surtout ne pas laisser les détails au hasard, avoir ce sens du détail qui va faire la différence dans l'expérience parce qu'on est sur une offre, que ce soit dans l'hôtellerie ou la restauration, où il y a quand même énormément d'acteurs, énormément de possibilités pour tous les clients. Donc la différence se joue sur des petits détails et je pense que c'est ce qui est travaillé aussi dans des marques, dans un groupe comme Accor, c'est que il y a ces expériences différenciées et ces détails qui vont varier d'une marque à l'autre et qui sont extrêmement importants. Et ce sens du détail, cette attention au détail peut s'appliquer aussi sur les autres secteurs. Pour le coup, ce qui vous relie aussi tous les trois, c'est le prochain thème qu'on souhaitait aborder, c'est les partenariats entre les marques. Vous êtes l'illustration puisque vous avez déjà été appelés tous les trois potentiellement à vous croiser sur vos chemins professionnels. Est-ce que vous pouvez aborder cette question parce que c'est une pratique très fréquente maintenant entre les maisons de luxe de travailler en co-branding. Comment est-ce que on peut s'en inspirer du coup? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Ça fonctionne comment ces partenariats de marque? Peut-être Édouard? Les partenariats sont clés. Si je nous reviens cite au des début, exemples concrets. Je reviens au début de la discussion, on parlait comment on respecte l'héritage et comment on respecte le positionnement d'une marque. Les partenariats nous aident soit à renforcer un pilier, un élément de notre ADN de marque, soit justement à l'étendre parce qu'on a envie de se repositionner. Et donc pour nous, c'est très important de pouvoir faire des partenariats voilà, pour renforcer, pour s'étendre. Ça permet aussi de capter une nouvelle audience, il ne faut pas se le cacher. Et donc on a travaillé avec la Tour d'Argent, on avait des discussions en cours aussi avec Carita.
lorsqu'on a travaillé ensemble avec la Tour d'Argent, et je parle sous ton contrôle, Laurent, on a organisé une expérience, la Tour d'Argent à Hanoï, au Vietnam, puis à Mexico, au Mexique. Le but, c'était vraiment d'organiser un dîner déporté pendant une semaine. La Tour d'Argent s'est déportée au sein de Hanoï et de Mexico. Pour nous, le but était de profiter de cette logique d'excellence de la Tour d'Argent et de renforcer notre pilier gastronomique sur ces marchés, puis en général autour de la marque. Et à chaque fois, on va choisir des partenariats comme ça. On a un partenariat avec Air France, où depuis cet été, vous avez au sein d'Air France des surmatelas MyBed pour améliorer l'expérience de voyage des clients Air France. Pour nous, c'est un moyen toujours de communiquer sur cette qualité du bien dormir que peut proposer Sofitel et puis s'associer à une autre marque iconique française à l'international. Du coup, effectivement, il y a un vrai enjeu de communication pour la Tour d'Argent, de faire rayonner la Tour d'Argent en dehors du lieu et donc au-delà des frontières aussi de la France, qui est vraiment important. Après, il y a un autre enjeu qui est moins visible, qui concerne les équipes, et je pense qu'il y a un apprentissage mutuel en fait entre les équipes, de travailler ensemble pendant une semaine, de comprendre comment un chef mexicain travaille avec ses équipes pendant une semaine, de confronter les manières de travailler avec la brigade de la Tour d'Argent. Il y a beaucoup à en retirer aussi sur un plan humain, et on revient au sujet de la formation. Même. Voilà, de créativité, et ça permet aussi de former les équipes et quelque part de les fidéliser en proposant une expérience un petit peu inédite et qui leur sorte de leur quotidien. Donc il y a cet enjeu de communication, il y a un enjeu business évidemment, mais il y a aussi un enjeu pour les équipes de formation, de fidélisation et d'apprentissage. Finalement, c'est archi cohérent puisque vous avez les mêmes clients. Ce sont les mêmes clients. C'est aussi le point commun, les valeurs de marque, le fait de faire monter en compétences ou les synergies entre collaborateurs et partager vos clients, et donc qui vous retrouvent sur tout leur parcours de vie. Élise, tu as un exemple avec le Crillon notamment, ou avec même, tu as d'autres exemples? Oui, j'en ai plein. En fait, on a tous un enjeu commun, c'est cette notoriété. Parce que le monde dans lequel on vit, on est exposé tous les jours à plein de messages dans tous les sens. Donc, être toujours présent à l'esprit d'un client ou d'un futur client est important. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que nous, on cherche donc, comme exemple assez simple, mais on est clé d'or. On est identifié comme clé d'or, c'est-à-dire qu'on travaille avec les palaces et les hôtels de luxe autour du Faubourg Saint-Honoré pour justement faire des échanges de partenariats entre leurs clients et les nôtres. On prépare du coup aussi pour les défilés certaines grandes clientes de grandes maisons, Schiaparelli ou autres. Et donc ça, c'est aussi des deals qu'on fait avec eux. Donc, donc ça, c'est au niveau, je dirais, plutôt B2B, on va se le dire. Et ensuite, au niveau plutôt B2C, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de créer ces partenariats ou ces expériences avec des partenaires pour justement apporter quelque chose de nouveau à nos clients. Parce qu'en fait, notre client, il est aussi en recherche d'une nouvelle expérience à chaque fois qu'il rejoint une de nos maisons. Et il a envie qu'on lui offre un truc en plus qui est différent de la dernière fois. Il lui faut donner une raison de revenir aussi. Donc on travaille justement, donc vous aviez cité des exemples comme ça de tables d'hôtes. Nous aussi, on fait ce genre de table d'hôtes où on invite certains de nos clients avec des grands chefs, où justement on leur offre la possibilité de découvrir la marque autrement et de proposer une expérience sur mesure. Ou alors on a un appartement privé qu'on met à disposition aussi pour organiser des événements pour certains de nos clients. Donc il y a à la fois cette dimension de notoriété, on va dire B2B corporate, qui est importante parce qu'on s'inscrit comme ça sur la durée avec d'autres enseignes de luxe. Et il y a un intérêt commun. Et puis ensuite, il y a qu'est-ce qui est de nouveau qu'on peut offrir à nos consommateurs. C'est vrai que finalement, vos mondes se croisent de plus en plus, notamment avec le retail. En fait, il y a de plus en plus de cafés Dior, par exemple, pour le citer. Il y a des croisements de marques. Et donc, qu'est-ce qui pousse à ce point-là les marques à aller sur des univers qui ne sont pas forcément leur cœur d'activité de base? Et c'est particulièrement dans le luxe qu'on retrouve ce pas de côté pour aller décliner des produits au sein de différents univers du luxe. C'est un enjeu de recrutement.
tout simplement. En fait, je peux citer L'Oréal, Prada, le café Prada dont tu cites chez Harrods l'année dernière, par exemple, qui est une expérience que Prada Beauté a voulu offrir à ses clients justement pour créer ce lien émotionnel avec la marque, commencer à recruter et fidéliser et apporter quelque chose on top. C'est quelque chose dont on se souvient. Recrutement de clients, donc. Oui, essentiellement. Oui. C'est une autre manière, c'est un autre style de média. Le retail physique, les pop-up, les expériences comme ça, c'est aussi une manière de faire du média autrement aujourd'hui. Est-ce que c'est un moyen aussi de, du coup, répondre aux nouvelles générations qui sont archi-zappeuses dans leur mode de consommation et donc de vous ancrer encore plus et que vous passiez à travers toute cette génération qui zappe? Oui, on parle beaucoup de bataille de l'attention en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux, puisque c'est quand même aujourd'hui une grosse partie des investissements des grands groupes. Alors moi, je travaille chez L'Oréal, donc on fait beaucoup de médias, mais vous voyez bien qu'à la télé et en presse, on a quand même beaucoup diminué nos investissements au profit des plateformes sociales et digitales. Néanmoins, les gens se baladent dans la rue. À un moment donné, il faut aller chercher le client là où il est et il fait surtout le surprendre. Je pense que les marques de luxe, elles ont ces capacités-là aussi à surprendre leurs clients et à créer des expériences assez innovantes. Et oui, dans un monde où on zappe beaucoup. Oui, du coup, ça passe par les partenariats et par d'autres choses. Effectivement, le fait d'innover, de créer des nouvelles expériences, des nouveaux lieux en permanence, c'est ce qui va capter l'attention, c'est ce qui va permettre aussi d'inscrire, on y revient, d'inscrire une marque dans la modernité. Par exemple, je prends l'exemple de la Tour d'Argent. Au moment de la rénovation, il y a un rooftop qui a été créé. Vous allez pour boire un verre, vous allez le jeudi soir, on a des DJ qui viennent. Enfin bon, c'est ce qu'on n'attend pas forcément de la Tour d'Argent, mais la touche un peu moderne qu'on essaye d'apporter. Ça permet de toucher une autre clientèle, ça permet de faire rayonner la marque sur des clients qui ne sont pas forcément des clients du restaurant gastronomique. Voilà. Et il y a plein d'événements qu'on va créer, des nouvelles expériences, je ne sais pas moi, des soirées cigares, des tournois de backgammon. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut imaginer qui permettent d'aller recruter des nouveaux clients qui sont pas, et d'élargir un petit peu la communauté de la marque. Donc recruter des nouveaux clients, mais aussi fidéliser les collaborateurs. Est-ce qu'on peut en parler? On peut évoquer cette partie de l'excellence humaine qui est vraiment propre à l'univers du luxe. Edouard? Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours pensé que la stratégie était finalement quelque chose c'est ce qu'il y a de plus facile. Des gens intelligents pour poser des slides, c'est ce que vous allez trouver un peu partout. Le plus compliqué, c'est l'exécution. Et pour correctement exécuter une stratégie, ça passe par la formation et ça passe par la culture. Et du coup, au sein de Sofitel M Gallery Emblems, dès la création de notre business unit, de notre entité, le sujet de la culture et de la formation ont été extrêmement importants. Et je dois dire, et je rends le crédit à notre CEO, Maud Bailly, qui l'a identifié dès le départ. Moi, je suis un homme de chiffres à la base. Et donc, je pense que si les chiffres sont bien faits, qu'on met des outils en place et des KPIs, on est capable de le suivre. Et non, c'est la formation, et au-delà de la formation, c'est un sujet de culture, une création d'appartenance et de partage de ces valeurs-là. Et donc nous, au sein de Sofitel Gallery, on a mis en place tout un plan de formation pour libérer les énergies, pour que nos general managers, c'est pas uniquement de comprendre la stratégie, c'est de l'incarner et qu'ils deviennent des modèles au sein de leurs hôtels. Et ensuite, on déroule ces stratégies et ces formations auprès des équipes, niveau par niveau, mais on a un pilier qui est le General Manager qui l'incarne au quotidien, et il y a des piqûres de rappel extrêmement fréquentes pour s'assurer vraiment qu'ils déploient et qu'ils soient aussi libres de pouvoir déployer des choses à leur niveau, sans que tout vienne du siège, mais que ça respecte ce cadre de la marque. Ouais, les piqûres de rappel et le contrôle régulier, c'est aussi un moyen de s'assurer que ce ne soit pas que des mots et que ça soit appliqué concrètement. Évidemment, oui, bien sûr. On est comment chez vous à la Tour d'Argent? J'ai perdu Laurent. J'étais en train de rêver. Sur la formation? Oui, sur la formation, sur l'excellence humaine, notamment sur le maître d'hôtel dont tu as déjà parlé tout à l'heure. Évidemment, on a des modules de formation, on a tout un onboarding. En fait, je rejoins le sujet de la culture, c'est-à-dire qu'il faut que les équipes s'approprient l'ADN et l'héritage de la marque pour pouvoir l'incarner après. C'est ça qui est clé, en fait. Et donc, notre formation est faite pour... et on voit vite, en fait. Et d'ailleurs, elle ne suffit pas, la formation. On voit après, sur le terrain, ceux qui arrivent à incarner la marque et à véhiculer l'expérience et cet ADN de marque, et ceux qui arrivent moins.
et voilà, et qui vont pas avoir vocation à rester. Donc non, il y a un vrai travail effectivement sur l'humain, la formation, et abreuver de connaissances sur l'histoire de la marque permet en fait d'être capable de répondre positivement et d'incarner tout ça. Et Laurent, ça c'est quelque chose qui peut, selon toi, s'appliquer à tous les niveaux des groupes de restauration. Ils peuvent le faire ou c'est propre au luxe de pouvoir Non, inculquer ce sentiment d'appartenance. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Et vous arrivez à le faire parce que vous avez des maisons qui sont très puissantes en termes d'image de marque. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible partout d'inculquer ce sentiment d'appartenance et de fierté d'appartenance à une maison? Moi, je viens du retail plutôt et un peu mass market. C'est plus dur dans ces secteurs-là. C'est-à-dire quand vous avez des marques qui sont un peu moins inspirantes, avec des jobs qui sont moins des jobs passion, en fait. Parce que l'hôtellerie, la restauration en particulier, vous avez des gens qui sont vraiment passionnés et qui sont fiers d'être là. Et c'est beaucoup plus facile, quand vous aimez votre métier, d'incarner et de représenter positivement une marque. Donc il y a des marques un peu plus mass market où le challenge est plus important. Je ne pense pas que ce soit impossible, au contraire. Et je pense que toutes les marques, même dans la restauration rapide, essayent d'avoir des équipes qui incarnent la marque. Donc pour moi, c'est possible, mais c'est peut-être moins facile dans des métiers qui sont moins des métiers passion. Et recruter des personnalités qui ont quelque chose de fort, comme je pense chez Carita, vous avez championne. Vous avez une championne. Championne de France de massage. Eva, ouais, exceptionnelle, des doigts exceptionnels. Hein. Donc je vous invite aussi à essayer. Non, mais c'est hyper important. Alors, moi, j'étais patronne du digital chez L'Oréal. Honnêtement, rupture produit ou un site e-commerce qui tombe pendant 24 heures, on s'en remet. Le client, il revient demain. Un de mes coiffeurs, un de mes ambassadeurs, une beauty thérapeute qui est absente pendant 2 jours, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, effectivement, il faut leur donner envie. Donc, il faut leur donner envie. C'est sûr que travailler chez Carita, Faubourg Saint-Honoré, c'est plus facile, comme tu disais. Le lieu est exceptionnel, donc le cadre. Mais ce n'est pas suffisant uniquement. Parce qu'il est quand même face... Nos équipes sont face aux clients. Donc, il faut être aussi en capacité de gérer le client qui, parfois, n'est pas facile. Hein. Donc, dans le luxe, c'est un peu plus facile, mais dans le luxe, il y a quand même des exigences. Plus d'exigences. Voilà, auxquelles il faut savoir répondre. Donc, le cadre est important, l'accompagnement est important. Nous, on parle beaucoup chez nous de ce qu'on appelle psychological safety, c'est-à-dire on les accompagne aussi pour leur donner tous les moyens d'être à l'aise. S'il y a une difficulté, on les accompagne. Je pense que ça, c'est aussi important. On a parlé beaucoup de tech tout à l'heure pour leur donner les moyens de bien faire leur job. D'être autonome, etc. En faisant très simple dans la tech. On est un grand groupe. Parfois, il y a trop d'outils partout. C'est le côté pervers. Et il y a trop de data. Donc, il faut aussi qu'on soit en capacité de restituer une donnée simple, fiable, très, très importante, dans une durée très rapide. Donc, il faut leur donner les moyens de bien appréhender ça. Et puis après, comme tu le dis, il faut qu'on les inscrive dans l'hôtellerie, dans la gastronomie, il y a les étoiles, etc. Il y a les reconnaissances. On a des MOF aussi. Exactement. Donc ces reconnaissances-là, nous, on a des awards aussi, dans le monde du wellness, dans l'hôtellerie. C'est hyper important aussi parce que c'est comme ça qu'on génère ce sentiment d'appartenance aussi à une entreprise et qu'on devient véritablement ambassadeur et qu'on est engagé auprès d'une marque. Donc voilà, on doit travailler tout ça. Mais avoir des figures comme ça clés, comme une championne de France, comme un MOF, comme un chef étoilé, est-ce que c'est aussi propre? C'est assez propre au luxe quand même, parce que généralement quand ils sont bien diplômés ou qu'ils ont des awards ou qu'ils ont des étoiles, ils vont aller facilement vers les maisons de luxe. Est-ce que c'est un critère clé pour attirer des talents, pour fidéliser, pour créer ce sentiment d'appartenance? On fait un petit pas de côté par rapport au thème de la conférence. Mais bien sûr, la renommée d'une marque, elle attire, ça c'est certain. Après... il y a beaucoup, je disais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de concurrence. Non, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'en recrutant des personnalités qui sont elles-mêmes titrées, qui sont elles-mêmes MOF, étoilées, est-ce que ça attire au-delà de la maison, est-ce que d'avoir ce type de collaborateurs, ça attire d'autres collaborateurs? Oui, alors nous, on vient de signer en septembre un coiffeur ambassadeur qui s'appelle David Lucas.
voilà, qui est exceptionnel. J'aurais fait toute la promo de la marque Carita là, en 1 heure de temps. David, il a une énorme notoriété sur Paris et la région parisienne. Eh bien oui, il amène des clients, mais surtout il intéresse d'autres coiffeurs. Donc on reçoit aussi d'autres candidats qui ont envie de travailler aux côtés de cet ambassadeur et d'apprendre à ses côtés. Donc oui, c'est important. Est-ce que vous auriez, avant qu'on laisse la parole à la salle, des conseils concrets applicables par rapport à ce qu'on vient de se dire déjà pour vos pairs qui sont présents dans la salle? Je commence. Il faut commencer petit. Faut pas hésiter à commencer petit. C'est pas parce qu'on n'est pas un grand groupe qu'on peut pas faire. C'est finalement, à la fin du jour, c'est que du bon sens. Et je vais vous dire que la plupart des pilotes, on les commence jamais au niveau du siège, dans des personnes qui sont dans des bureaux. On les commence au niveau de l'hôtel avec les opérationnels qui, eux, connaissent la réalité terrain. Donc, tout ce qu'on vient de se dire, c'est finalement des attentes clients. Et puis, Laurent le disait tout à l'heure, il y a plein d'outils qui existent. Moi, je vous invite à les tester. Ils fonctionnent vraiment. Et ça commence par la data, le bon sens. Et puis, voilà, il faut tester. Et puis, nous, on fait du test and learn. Je pense qu'on échoue 8 fois sur 10. C'est pas grave, hein, si on n'avait pas essayé, on n'aurait pas réussi les 2 autres fois. Et donc, on teste toute la journée, tout le temps. Et de temps en temps, on trouve quelque chose qui fonctionne et on le déploie au niveau mondial. Ça veut dire que même dans le luxe, on s'autorise à échouer? Bah, si on n'échoue pas, ça veut dire qu'on n'a pas essayé. Ah non, mais Élise, il faut rebondir. Bien sûr, mais nous alors on est... On a le sentiment que vous n'avez pas le droit à l'erreur dans le luxe. Non, alors, oui. Ah, si, Vas-y, non, on a le droit à l'erreur à partir du moment où on rebondit et qu'on fait différemment. Donc oui, on a le droit à l'erreur. Moi, le seul conseil que je peux donner, c'est de choisir ses batailles. Je le vois au quotidien, on veut tout faire, on veut avoir les meilleurs outils, les meilleures personnes. Voilà. Donc je pense qu'il faut y aller par étapes. C'est un peu banal comme conseil, mais c'est vraiment important. Si c'est le sujet de la compta, c'est le sujet de la compta. Si c'est le sujet de la formation, c'est le sujet de la formation. Si c'est le sujet de la tech, voilà. Je pense que c'est hyper important de choisir un chemin, un sujet et d'y aller à fond, et après d'enchaîner avec le reste. Voilà. Pour revenir sur le sujet des erreurs, justement, enfin, on est dans un business, dans un métier où il y aura tout le temps des couacs. Quand vous recevez dans des hôtels Accor, vous recevez des centaines, des milliers de clients. À la Tour d'Argent, dans le groupe, c'est plusieurs centaines de clients par jour. Vous avez toujours des petits couacs, vous avez des problèmes. Vous faites face à beaucoup de problèmes techniques. Moi, j'ai découvert ça dans cet univers de la restauration. Tout ce qui est maintenance, vous avez des équipements très haut de gamme, mais la maintenance des équipements, tout, il y a toujours un petit quelque chose qui va peut-être être un caillou dans la chaussure ou un problème dans l'expérience. Vous pouvez avoir un problème de clim, d'ascenseur, je ne sais pas. Et justement, donc ça arrive partout. Et ça arrivera dans des grands palaces, comme ça va arriver dans des restaurants gastronomiques, comme ça va arriver au bistrot du coin. Et justement, il faut savoir gérer ces sujets-là. Et la clé dans l'expérience, c'est d'avoir des personnes qui savent s'adapter. Et moi, c'est ce que j'ai constaté à la Tour d'Argent, et c'est là-dessus que je pousse les équipes, c'est savoir s'adapter aux problèmes qu'on va rencontrer au quotidien. Et la gestion de ces sujets-là, c'est ce qui va faire la différence aussi entre un groupe de luxe et, on va dire, un groupe plus mass market. C'est trouver des solutions, proposer quelque chose aux clients. Tu citais tout à l'heure l'histoire de la cravate. Nous, en tout cas, le restaurant gastronomique, la Tour d'Argent, la veste est obligatoire, donc on propose des vestes à nos clients. S'il y a une cliente qui a froid, on lui propose quelque chose parce que la clim est trop forte ou la clim ne marche pas. Donc justement, la gestion, pour moi, de ces petits couacs, des petites erreurs qui vont être liées à tel ou tel sujet, fait partie de l'expérience. Et la manière d'y répondre va permettre aussi de situer l'établissement sur le niveau de luxe et l'échelle de luxe qu'on souhaite. Juste, je vais resituer ce que vient de dire Laurent. Il a évoqué l'histoire de la cravate. Vous voyez qu'on a ici présent 2 hommes du luxe, un sans cravate, un avec cravate. Et donc avant la table ronde, on a eu le débat de savoir s'il fallait toujours mettre la cravate ou pas. Donc sujet d'inspiration. Moi, c'est avec exceptionnel. Je l'ai au quotidien. Hein. C'est que pour vous que je l'ai enlevé. S'adapter, Laurent. On y est. Édouard, tu sais t'adapter également. Tu voulais rebondir. Après, on laisse la parole pour 2-3 questions. Non, je suis 100% en phase avec Laurent. Je pense que ce qui fait la différence dans le luxe, c'est la manière dont on réagit quand les choses vont mal. Et c'est ça la vraie différence.
Et dans la logique de formation, je pense autant on veut tous apporter un cadre dans la formation, autant je pense que c'est très important pour nous de travailler à l'empowerment pour savoir réagir, comme le disait Laurent, parce que si c'est pas marqué sur une fiche et que le collaborateur se fige, ça ne marche pas. Donc il y a aussi une logique de confiance à mettre en place pour qu'ils incarnent les valeurs de la marque. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est pas grave, moi j'en ai. Ce que vous venez d'évoquer, c'est propre au luxe, c'est le service recovery. Ça peut s'appliquer sans doute ailleurs, mais c'est retourner une situation quand il se passe quelque chose quand il y a un problème, c'est que vous formez vos équipes pour retourner la situation et qu'au contraire, ce problème devienne un souvenir potentiellement encore plus positif dans l'expérience. Est-ce que vous avez un exemple de service recovery, quelque chose qui a pu mal se passer? Je pense dans l'hôtellerie, c'est quelque chose qu'on a quand même assez fréquemment. Ou dans la restauration, un client qui était mécontent. Au quotidien, quand vous avez un client qui se plaint de quelque chose dans un plat, vous reprenez le plat et vous refaites un plat plus adapté à ses besoins. En fait, des exemples comme ça, on en a tous les jours, en fait, et ça fait partie. Vous dites, de la formation des équipes. Le truc, c'est que c'est pas forcément un sujet qui vont être dans les modules de formation. Donc après, c'est aussi la qualité humaine des équipes et leur capacité à gérer des situations de crise. Un petit mot de conclusion à chacun pour réagir à tout ce qui s'est dit. Ça a été quand même assez complet. Laurent. Que vous dire? J'ai été ravi de partager avec vous. Non, pour revenir un petit peu... Peut-être un dernier conseil clé. On a déjà, vous avez le donné conseil, des conseils, on en parlait. Je pense que et le lieu s'y prête. C'est que pour démarrer, pour réussir, on en a parlé, mais il faut avoir les bons outils, des outils simples à prendre en main, des outils qui donnent de la donnée, qui font gagner un temps fou, des outils... Nous, on a récemment installé un KDS en cuisine, c'est-à-dire en gros le lien entre la commande client qui arrive directement en cuisine, qui évite, voilà, ça c'est un bon exemple d'expérience, de la technologie au service de l'expérience. Ça évite d'avoir les équipes de salle qui viennent donner la commande et le chef qui crie à ses équipes derrière, tu me prépares 3 canards, etc. Tout arrive sur des écrans qui sont un peu partout en cuisine, avec à quel moment c'est attendu, pour quelle personne de la table, etc. Donc ça, c'est franchement technologiquement, c'est hyper abouti et ça permet, vu qu'on a une cuisine qui est maintenant ouverte sur la salle, d'éviter d'entendre le chef qui gueule sur les équipes, qui appelle les plats, etc. Donc là, on est typiquement dans la technologie au service de l'expérience. Et je pense que dans un salon comme celui-là, vous avez plein de solutions, pas forcément coûteuses, mais des solutions qui permettent de démarrer. Moi, je pense à la réservation qui est clé, on en parlait tout à l'heure, d'avoir la connaissance de vos clients et d'avoir des bons outils pour que l'expérience soit réussie. Donc, moi, le conseil, c'est de se doter des bons outils dès le départ. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. J'aurais fait. De toute façon, on a un gros zéro devant nous. On a un bon Wi-Fi, c'est important. Un bon lit. Oui, un bon lit aussi. Je vais parler à mes un pairs. exemple comme vient de citer. Je vais vous laisser avec un indicateur. Je vais parler à mes pairs hôteliers. Moi, je suis très chiffre, donc partir d'ici sans parler de KPI, ce serait compliqué. Donc, dans le luxe, et je suis sûr que vous le faites aussi ou que vous allez le faire, on regarde de moins en moins le RevPAR et on regarde le TRevPAR, donc le Total RevPAR, avec une approche total revenu, justement pour regarder la valeur apportée par un client, qui va inclure la partie bien-être, F&B, retail, etc. Et donc, c'est vraiment le changement qu'on essaye d'opérer au quotidien, la culture qu'on essaye aussi d'implanter dans nos hôtels, c'est de penser total revenu plutôt qu'uniquement room revenu. Voilà. Écoutez, je vous remercie tous les trois. Merci au public pour son attention. Merci à tous et très bon salon.